On dit que les plus belles cathédrales sont celles qui ont survécu aux incendies. Celles dont les pierres noircies racontent une histoire de fureur et de résilience, et dont les vitraux, refaits à neuf, filtrent la lumière avec une sagesse nouvelle. Je ne suis pas une cathédrale. Je ne suis qu'une femme. Mais j'ai connu le feu. J'ai vu les fondations de ma vie, que je croyais de granit, se fissurer et s'effondrer dans un silence assourdissant. L'architecte de mon bonheur était devenu mon démolisseur. Et cette histoire, c'est celle de ma reconstruction. Pas à pas, pierre par pierre, sur les ruines de ce que j'avais appelé l'amour. C'est l'histoire de comment j'ai appris à bâtir, non pas pour abriter un autre, mais pour m'abriter moi-même. J'ai toujours cru que notre histoire reposait sur des fondations de granit. Était une certitude, une foi. Chaque mur que nous avions monté ensemble était fait de nos rêves. Chaque fenêtre était une promesse ouverte sur un avenir commun, lumineux, indiscutable. Il était mon roc. L'homme dont le rire comblait les vides de la maison, mais surtout, les vides de mon âme. Son regard était mon approbation, sa présence mon sanctuaire. Nous étions un édifice, un chef œuvre de complicité, et J était convaincu que le temps ne ferait que nous solidifier, que nous patiner, comme ces vieilles demeures qui traversent les siècles. Mais le temps, ce traître, a commencé à révéler des fissures. Minuscules, presque imperceptibles au début. Des lignes si fines, qu'il fallait plisser les yeux pour les voir. Une critique, déguisée en bienveillance. Cette robe te va bien? Mais tu ne crois pas qu'elle est un peu simple pour toi? Tu vaux tellement mieux que ça. Un silence punitif, lourd, qui s'installait pour des heures après une opinion que j'avais osé émettre et qui, était pas la sienne. Un contrôle subtil, presque attentionné, sur mes amis. Elle ne te veut pas du bien, tu ne le vois pas? Moi, je te protège. Sur mes tenues. Sur mes ambitions. Un nouveau projet? Mais tu es déjà si fatigué, mon amour. Laisse-moi prendre soin de toi. Le problème avec le poison, lorsqu'il est administré à dose homéopathique, c'est qu'il se confond avec le remède. Il a le goût de l'inquiétude, l'odeur de la protection, l'apparence de l'amour. Et pendant trop longtemps, je me suis persuadé que était simplement ça, l'amour. Dans sa forme la plus pure, la plus passionnelle, la plus exigeante. J était d'Hélène, élu d'un amour si grand, qu'il demandait des sacrifices. Mon sacrifice. Le déni ne s'est pas brisé en un jour. Il n'y a pas eu de cri, pas de porte qui claque, pas de révélation foudroyante. Ce fut un murmure. Un murmure insidieux qui a commencé à grandir en moi, la nuit, quand la maison était silencieuse. Ce murmure qui me demandait, est-ce normal d'avoir peur de répondre au téléphone? Est-ce normal de répéter dans sa tête ce qu'on va dire avant de le dire, pour ne pas provoquer de soupirs d'agacement? Est-ce normal de se sentir soulagé quand il part, et angoissé quand il rentre? Sa voix était devenue mon juge intérieur. Avant même qu'il ne parle, je m'auto-censurais, j'anticipais ses reproches, je devenais mon propre bourreau pour lui épargner la peine. Le foyer, autrefois mon sanctuaire, était transformé en un terrain miné. Chaque conversation était une potentielle explosion, chaque silence une menace. Je marchais sur des œufs, le souffle court, dans ma propre maison. Érosion de mon estime de moi a été lente, cruelle, et d'une efficacité redoutable. Je ne savais plus qui j'étais sans son approbation. J'avais oublié le son de ma propre voix, le goût de mes propres désirs. La prise de conscience n'a pas été un événement unique, ce fut une avalanche de petites morts quotidiennes. C'est réaliser un matin que vous vous excusez auprès du livreur de pizza parce que vous avez mis trop de temps à trouver votre portefeuille. C'est réaliser que vous pesez chaque mot avec effroi avant de demander si on peut regarder un autre film ce soir. C'est surprendre son propre reflet dans le miroir et ne pas se reconnaître. Voir, à la place de la femme que l'on était, une créature traquée, les épaules voûtées, le regard fuyant, une coquille vide, habitée par le fantôme de celle que j'avais été. Le point de rupture, le moment de clarté brutale, n'est pas né de la force. Il est né de l'épuisement total. Épuisement de jouer un rôle, de mentir, de prétendre, de survivre. Était le choix de sauter dans le vide, non pas par courage, mais parce que rester signifiait l'anéantissement certain. Le fond du gouffre avait au moins la promesse d'être solide. Rester, était continuer de tomber à l'infini. Partir. Le mot est si simple, si court. Mais il contient une complexité infinie. La douleur d'abandonner non seulement l'homme que j'avais aimé, mais aussi l'avenir que j'avais dessiné avec lui. Le deuil de la vie qui n'existerait jamais. La bataille intérieure contre la culpabilité, qu'il nourrissait avec un talent diabolique.
T'es folle. T'es ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu gâches tout. Ces mots résonnaient dans le silence assourdissant de mon premier appartement vide. La liberté, au début, n'a pas le goût de la victoire. Elle a celui de la panique. Le silence n'est pas apaisant. Il est terrifiant. Chaque décision, même la plus banale, quoi manger ce soir, devient une montagne, parce que pendant des années, quelqu'un d'autre avait décidé pour moi. Je me sentais comme une astronaute qui aurait coupé son propre cordon ombilical, avec la station spatiale, flottant seule dans un univers noir et glacial, sans savoir où était le haut, où était le bas. La reconstruction a commencé dans ses cendres. Et ce n'est pas un processus linéaire, beau et inspirant comme dans les films. C'est un travail ardu, chaotique, fait de 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Parfois 3. Les premières victoires étaient minuscules, invisibles pour le reste du monde, mais monumentales pour moi. La première nuit sans sursaut au moindre bruit dans l'immeuble. La première sortie avec une amie sans avoir à inventer une excuse pour rentrer tôt. Le premier « non » que j'ai prononcé, à un vendeur par téléphone, avec une voix qui ne tremblait pas. Le premier achat d'un objet de décoration qu'il aurait détesté, un coussin jaune vif, criard, joyeux, que j'ai posé sur mon canapé comme un étendard. J'ai commencé à réapprendre à faire confiance à mon instinct, cette petite voix que j'avais étouffée pendant si longtemps. J'ai commencé à redécorer. Pas seulement mon appartement mais mon âme. J'ai rempli les espaces autrefois occupés par la peur, avec de la musique, des livres, des appels, à des amis perdus de vue. Des séances de thérapie où je pleurais sans m'excuser. J'ai rempli le vide avec de l'autocompassion. Aujourd'hui, qui suis-je ? Cette question a longtemps été une source d'angoisse, maintenant c'est une source de fierté. Je ne suis pas la femme qui a survécu. Survivre, c'est une position passive. Je suis celle qui a été forgée par le feu. Mes cicatrices ne sont pas effacées, elles sont devenues la cartographie de ma force, la preuve gravée dans ma peau que je suis indestructible. Elles sont les lignes de faille qui ont révélé la solidité de mon propre socle. Je suis la femme qui a appris que l'amour de soi n'est pas une destination, un état que l'on atteint une bonne fois pour toutes, mais une pratique. Une pratique quotidienne, consciente. C'est choisir de se parler avec douceur, c'est savoir poser ses limites, c'est célébrer ses victoires, même les plus petites. Je suis l'architecte de mon propre bonheur. Un bonheur érigé sur les ruines d'un passé douloureux, oui, mais avec des fondations qui, cette fois, n'appartiennent que à moi. Mon histoire ne se termine pas par un Hermine, ils vécurent heureux pour toujours. Elle se termine par un Hermine, elle vécut forte pour toujours. Et ce message, je veux qu'il résonne. Aussi dévastatrice que soit la chute, aussi sombre que soient les décombres, on peut toujours utiliser les pierres qui nous ont blessés, pour bâtir une forteresse. Une forteresse magnifique, dont nous sommes la seule et unique reine. Pour comprendre l'effondrement, il faut d'abord contempler l'édifice dans sa splendeur initiale. Il faut se souvenir de la lumière, de la solidité apparente de chaque pierre. Notre histoire a commencé un jeudi soir de novembre, dans une petite galerie d'art du Marais. Il pleuvait dehors, une de ces pluies fines et persistantes qui lavent les rues de Paris et donnent envie de se réfugier dans la chaleur des lieux clos. J'y étais là, un peu par hasard, pour échapper à la fois à l'averse et à la solitude de mon appartement. L'atmosphère était feutrée, intime. Le cliquetis des verres, les murmures des conversations, et au centre de tout ça, des œuvres abstraites, pleines de couleurs violentes et de formes tourmentées. Je me suis arrêté devant une toile immense, un chaos de bleu et de noir qui, curieusement, m'apaisait. C'est là qu'il s'est approché. Je n'ai pas entendu ses pas, mais j'ai senti sa présence, une sorte de chaleur dans mon dos. Sa voix, quand il a parlé, était grave et calme. On dirait une tempête sur l'océan, n'est-ce pas ? Mais vue de très, très loin. Depuis un endroit sûr. J'ai tourné la tête et je l'ai vu. Il était pas d'une beauté spectaculaire, pas comme un acteur de cinéma. Était autre chose. Était son regard. Un regard d'une intensité rare, qui ne se contentait pas de vous voir, mais qui semblait vous lire, vous comprendre instantanément. Il m'a souri, et les petites rides au coin de ses yeux m'ont dit qu'il souriait souvent, qu'il aimait la vie. Ce qui m'a attiré, était pas un compliment facile ou une tentative de séduction maladroite. Était sa confiance. Une confiance tranquille, absolue. Il parlait de l'art, de la musique, de la vie, avec une passion et une certitude qui me fascinaient. Moi qui doutais de tout, et surtout de moi-même, je buvais ses paroles.
Il semblait détenir des clés, des réponses. Il avait l'air si solide, si ancré. À côté de lui, le monde semblait moins chaotique, moins effrayant. Ce soir-là, nous n'avons presque pas quitté la galerie. Nous avons parlé pendant des heures, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas vu le temps passer. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. À cette époque, il était la gentillesse incarnée. L'homme qui vous ouvre la porte, qui tire votre chaise, qui se souvient que vous préférez le thé au café le matin. Il était attentif à des détails que personne n'avait jamais remarqués. Il m'a offert un livre d'un poète dont j'avais parlé au détour d'une phrase, des semaines plus tôt. Il m'appelait juste pour entendre ma voix, disait-il. Il était mon plus grand supporter, celui qui croyait en mes rêves plus que moi-même. Tu es capable de tout, me répétait-il. Tu as juste besoin que quelqu'un te le rappelle. Et ce quelqu'un était lui. Il était mon miroir. Mais un miroir qui ne me renvoyait que la meilleure version de moi-même. Il était le roc sur lequel je pouvais enfin m'appuyer, l'architecte qui voyait en moi une cathédrale, là où je ne voyais qu'une modeste chapelle. Je me souviens d'un week-end. Quelques mois après notre rencontre, nous étions partis à Etretat. Le ciel était d'un gris perle, la mer était agitée. Nous avons marché pendant des heures sur les falaises, le vent fouettant nos visages. Il y avait une force brute, sauvage, dans ce paysage. Et pourtant, je ne me suis jamais senti aussi en sécurité. Arrivé au sommet, surplombant l'aiguille creuse, il s'est arrêté. Il a pris mon visage entre ses mains, ses paumes étaient chaudes malgré le froid. Il ne m'a pas embrassé tout de suite. Il m'a juste regardé, avec cette intensité qui me coupait le souffle. Puis il a dit, sa voix presque couverte par le bruit des vagues. Regarde autour de toi. Tout est immense, puissant, éternel. Mais la seule chose qui compte vraiment, la seule chose qui a de la valeur à mes yeux, en ce moment c'est toi. À cet instant précis, sous ce ciel normand, j'ai cru que j'avais trouvé non seulement l'amour, mais le sens de ma vie. Était la première pierre de notre édifice, la promesse gravée dans le granit que rien, jamais, ne pourrait nous détruire. Étais en sécurité. Étais aimé. Étais à la maison. La transition entre notre amour naissant et notre vie commune fut aussi naturelle que le passage des saisons. Il n'y a pas eu d'hésitation, pas de doute. Était une évidence, une suite logique, comme un fleuve qui trouve son chemin vers la mer. La demande en mariage n'a pas été une surprise, mais plutôt une confirmation. La confirmation que nous étions exactement là où nous devions être. Était un soir de mai. La ville semblait retenir son souffle, baignée dans la lumière dorée du crépuscule. Il m'avait emmené dîner sur une péniche amarrée le long de la Seine. Nous pouvions voir Notre-Dame, encore intacte à la longue époque, se découper sur un ciel rose et orangé. Ce était pas un lieu spectaculaire, mais était le nôtre. C'est là que nous avions échangé notre premier vrai baiser, à l'abri des regards, avec le clapotis de l'eau comme seule musique. Il n'a pas mis un genou à terre. Il n'a pas fait de grands discours. Il a simplement attendu un moment de silence, lorsque le serveur s'est éloigné. Il a posé sa main sur la mienne, sur la nappe blanche. Son pouce caressait mes doigts. Puis il a levé les yeux vers moi, avec cette intensité qui me déshabillait la âme, et il a dit, « Je ne veux plus jamais avoir à te dire au revoir le soir. Je veux que chaque matin commence avec ton visage, et que chaque nuit se termine avec ta respiration à côté de la mienne. Deviens ma femme. Construisons notre maison. » Ce n'était pas une question. Était une invitation. Une promesse. Et en regardant les lumières de Paris s'allumer une à une sur l'eau, j'ai dit oui. Un oui qui venait du plus profond de mon être, un oui qui me semblait être la seule réponse possible à la question que ma vie entière avait posée. Nos premières années de mariage furent une symphonie. Nous étions deux instruments jouant la même partition. En parfaite harmonie. Notre premier appartement, un petit 2 pièces sous les toits avec une vue sur un enchevêtrement de cheminées parisiennes, était notre royaume. Chaque décision était une célébration de notre union. Le choix de la couleur du mur du salon, un bleu profond, comme la toile de la galerie où nous nous étions rencontrés. L'achat de notre premier canapé, sur lequel nous nous sommes endormis des dizaines de fois, en regardant de vieux films. Nous étions des bâtisseurs, ivres de notre pouvoir de créer un monde à nous. Nos rêves étaient clairs, dessinés avec une précision d'architecte. Nous voulions quitter Paris un jour. Acheter une vieille longère en Bourgogne, avec des volets bleus, et un jardin où pousseraient nos propres légumes. Nous parlions d'enfants. Une fille, qui aurait mes yeux, disait-il, et un garçon qui aurait son calme.
Nous imaginions nos vies, tissées ensemble, jusqu'au dernier fil. Il m'encourageait dans mon travail, lisait mes rapports, célébrait mes promotions comme si étaient les siennes. Il était le vent dans mes voiles, celui qui me poussait à aller plus loin, plus haut. Il disait souvent, « Ensemble, il n'y a aucune forteresse que nous ne puissions conquérir. » Et je le croyais. J'avais une foi aveugle en ce « nous », une entité plus grande, plus forte que nous deux séparément. S'il fallait choisir un seul moment, un seul tableau pour représenter le sommet de notre bonheur, ce serait un après-midi, été en Toscane. Nous avions loué une petite maison en pierre au milieu des collines, entourée de cyprès et d'oliviers. La chaleur était douce, l'air embaumait le romarin et le jasmin. Nous avions passé la journée à ne rien faire, simplement à lire à l'ombre d'un figuier, à nager dans la piscine, à exister ensemble. En fin de journée, alors que le soleil déclinait et peignait le ciel de teintes pourpres et dorées, nous étions assis sur la terrasse. Une bouteille de Chianti était entamée entre nous, quelques olives, du pain. Le silence était parfait, seulement troublé par le chant des cigales. Je le regardais. Il ne me regardait pas, il contemplait le paysage. Son profil se détachait sur la lumière mourante. Et à cet instant, une vague de gratitude si puissante m'a submergé, que j'ai eu le souffle coupé. Tout était parfait. Ce N était pas une joie exubérante, explosive. Était quelque chose de plus profond. Un sentiment de plénitude absolue. La certitude être exactement à ma place dans l'univers. Il a dû sentir mon regard, car il a tourné la tête vers moi. Il n'a rien dit. Il m'a souri. Un sourire lent, apaisé. Et dans ce sourire il y avait tout. La promesse de l'éternité, la sécurité d'un amour inconditionnel, la certitude que nous avions construit quelque chose d'indestructible. Ce moment est resté gravé en moi, comme la pierre de fête de notre cathédrale. Le point le plus haut, le plus beau, celui qui touchait le ciel. Je ne savais pas encore que plus on monte haut, plus la chute est vertigineuse. Et que même les pierres les plus solides peuvent être réduites en poussière. Les fondations ne se fissurent pas en un instant. Il n'y a pas de grand tremblement de terre, pas de coup de tonnerre qui annonce la catastrophe. C'est un processus lent, insidieux. Un affaissement millimétrique, jour après jour, que l'âme œil non averti ne peut déceler. Le retour de Toscane a été un retour à la réalité, mais une réalité subtilement altérée, comme une photographie dont les couleurs commenceraient à pâlir. Le premier signe, si je devais en isoler un, N, était pas un mot, mais un son, le son de son soupir. Ce N était pas un soupir de fatigue ou de tristesse. C, était un soupir d'impatience, de léger mépris. Il est apparu un soir, alors que je lui racontais ma journée. J, était enthousiaste, j'avais réussi à débloquer un dossier complexe au travail. Au milieu de ma phrase, ce son, à peine audible, a coupé mon élan. J'ai marqué une pause. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé. Rien, continue. A-t-il répondu, avec un geste vague de la main, ses yeux déjà retournés vers l'écran de son téléphone. Mais le mal était fait. Mon enthousiasme s'est évaporé, laissant place à une question lancinante. Ce que je disais était-il si inintéressant? Si stupide? Ce soupir est devenu la ponctuation de nos conversations. Il soulignait mes opinions, mes anecdotes, mes joies, les marquant du sceau de l'insignifiance. Le changement le plus tangible est survenu après sa promotion. Il est devenu directeur de son département. L'homme confiant que j'avais connu est devenu un homme qui exigeait la déférence. Sa solidité s'est muée en rigidité. La maison N était plus notre royaume, mais le sien. Et ses critiques, autrefois déguisées en conseils bienveillants, sont devenues plus directes. Tu devrais vraiment faire un effort quand mes collègues viennent dîner. Tu as l'air si provincial. Ou encore, un soir où j'avais choisi un film qu'il n'aimait pas. Parfois, je me demande si tu me connais vraiment. C'est épuisant de devoir tout expliquer. Chaque phrase était une petite pierre qu'il retirait de mon propre édifice, me laissant un peu plus fragile, un peu plus incertaine. Je me souviens d'un dîner, chez nous, avec notre cercle d'amis le plus proche. Était censé être une soirée joyeuse. J'avais passé l'après-midi à cuisiner son plat préféré. L'ambiance était détendue, à ce que je raconte, avec un peu de fierté, que j'envisageais de reprendre des cours du soir en histoire de l'art, un vieux rêve que je voulais enfin concrétiser. Un silence est tombé. Puis il a ri. Un rire court sans joie. Ma femme, la grande artiste incomprise, a-t-il lancé à la cantonade. Elle a déjà du mal à choisir la bonne couleur de rideau, et elle veut nous expliquer le Caravage. C'est adorable. Les sourires de nos amis se sont figés. Personne n'a su quoi répondre. Moi non plus. J'ai senti le sang quitter mon visage.
L'humiliation était un poison chaud qui se répandait dans mes veines. J'ai baissé les yeux vers mon assiette, et le reste de la soirée s'est déroulé dans un brouillard. Après leur départ, j'ai attendu. J'ai attendu des excuses, une explication. Mais ils rangeaient la cuisine comme si de rien était, sifflotant. Le silence était assourdissant. Finalement j'ai murmuré. « Pourquoi tu as dit ça ?» Il s'est retourné, son visage s'est durci. « Dis quoi ?»« Siche, était une blague, mon Dieu. Tu es d'une sensibilité. C'est invivable. Tu ne supportes rien. Tu prends tout au premier degré. Au lieu être reconnaissante que je travaille comme un fou pour qu'on ait cette vie, tu trouves le moyen de te plaindre pour une simple plaisanterie. C'est toi qui as gâché la soirée avec ton air de chien battu. » J'ai ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'est sorti. Il avait retourné la situation avec une habileté de maître. Était moi la coupable. Moi la trop sensible, l'ingrate. Cette nuit-là je me suis endormie en m'excusant. J'ai pleuré en silence, pour ne pas le déranger. Était la première fois que sa présence dans le lit à côté de moi, me donnait une sensation de froid glacial. L'isolement a suivi, méthodique. Mes amis devenaient des menaces. Sophie, ma meilleure amie depuis l'université, était une mauvaise influence, toujours en train de se plaindre de son mari. Claire était une arriviste qui ne s'intéressait à moi que par intérêt. Il ne m'interdisait jamais de les voir. Était plus pervers. Si j'avais prévu un café avec Sophie, il organisait un dîner impromptu avec ses collègues le même soir, me faisant comprendre que mon refus serait une trahison, un manque de soutien à sa carrière. Peu à peu, pour éviter les soupirs, les reproches, les silences punitifs, j'ai commencé à décliner les invitations. J'inventais des excuses. Le monde extérieur s'estompait. Les murs de l'appartement se resserraient. Il était devenu mon seul horizon, mon seul interlocuteur, mon seul juge. La trahison n'est pas arrivée comme un coup de foudre dans un ciel serein. Elle a germé dans ce sol toxique de contrôle et de dévalorisation. Mon intuition, cette petite voix que j'avais appris à ignorer, me criait que quelque chose n'allait pas. Ces absences se multipliaient, justifiées par des réunions tardives ou des dîners d'affaires. Son téléphone, autrefois posé nonchalamment sur la table de chevet, était désormais toujours dans sa poche, écran retourné. Une distance physique était installée entre nous. Il n'y avait plus de tendresse spontanée, ses contacts étaient devenus mécaniques, presque une corvée. La découverte fut sordide, banale, et d'une violence inouïe. Était un mardi matin. Il était parti en séminaire pour 2 jours à Lille. Je faisais le ménage. Une façon de mettre de l'ordre dans le chaos de ma tête. En vidant la poubelle de son bureau, un petit carré de papier cartonné a attiré mon œil. Une note de pressing. Mais ce était pas notre pressing habituel. Était un pressing du 16e arrondissement, un quartier où nous n'allions jamais. Et la date correspondait à un soir, 2 semaines plus tôt, où il était censé être à un pot de départ jusqu'à minuit. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Était stupide, ce était qu'un ticket de pressing. Mais était une anomalie. Une fissure dans le récit officiel de nos vies. Poussé par une force que je ne contrôlais pas, j'ai ouvert son ordinateur portable. Il le laissait toujours ouvert. Il n'avait rien à cacher, n'est-ce pas? Son compte de carte de crédit était resté connecté. J'ai fait défiler les dépenses. Et là, au milieu des restaurants d'affaires et des notes de frais, il y avait la ligne. Une ligne qui a fait s'arrêter le temps. Une chambre réservée à l'hôtel Coste, le soir de son fameux pot de départ. Je suis resté figé, la main sur la souris. Le silence de l'appartement était total, mais dans ma tête, était le fracas d'une cathédrale qui s'effondre. Chaque souvenir, chaque mot, chaque promesse, tout était éclairé d'une lumière nouvelle, crue et laide. Le dehors, je te protège. Le tu es tout pour moi. Des mensonges. Tout était un mensonge. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti un froid intense, comme si on m'avait injecté de la glace dans les veines. J'ai regardé autour de moi, notre salon, nos photos sur les étagères, ce monde que nous avions construit. Il était plus en granit. Il était en carton-pâte, et il était en train de prendre feu. Je était pas seulement trompé. J était la complice involontaire d'une immense supercherie dont J était la seule victime. L'architecte était un pyromane. Et il avait mis le feu à ma vie, tout en me persuadant qu'il me construisait un palais. Il est rentré de son séminaire, le mercredi soir, comme si de rien n'était.
Il a posé sa mallette dans l'entrée, a desserré sa cravate. Je n'avais pas bougé du canapé depuis des heures. L'ordinateur était refermé. Les preuves étaient brûlées dans ma mémoire. J'attendais, sans savoir quoi. J'attendais un signe, un remords, une fissure dans son armure. Il est passé devant moi, a jeté un regard circulaire sur le salon, et a dit, avec ce ton las qu'il maîtrisait à la perfection, « Tu n'as même pas aéré ? Ça sent le renfermer ici. » Ce fut ça. Pas l'hôtel de luxe, pas la note de pressing. Ce fut cette phrase. Cette critique banale, domestique, prononcée par un homme qui, 48 heures plus tôt, était dans le lit d'une autre. La dissonance était si violente, si absurde, qu'elle a provoqué un court-circuit en moi. Le sol s'est dérobé. Toutes les excuses que je m'aime étaient fabriquées, toutes les justifications, toutes les peurs se sont volatilisées. Il ne restait qu'une clarté glaciale, pure, tranchante comme du verre. Le fond du gouffre était pas vide. Il était solide. Et je venais de le toucher. Je me suis levé, lentement. Je n'ai pas crié. Ma voix quand elle est sortie était un murmure, mais un murmure d'acier. Ça ne sent pas le renfermer. Ça sent le mensonge. Il s'est retourné, surpris par mon ton. Il a froncé les sourcils, préparant déjà sa défense, son attaque. De quoi tu parles encore ? Tu vas recommencer avec tes états d'âme ? C'est là que j'ai prononcé le mot, le seul mot qui comptait. Divorce. Je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas suggéré. Je l'ai décrété. Il a éclaté de rire. Un rire méprisant. Incrédule. Tu es ridicule. Tu as bu ? J'ai continué. Imperturbable. J'ai vu la réservation à l'hôtel Coste. J'ai vu la note du pressing dans le 16e. Je veux le divorce. Son visage a changé. Le masque de l'homme charmant est tombé, révélant la rage froide qui se cachait dessous. Il s'est approché, menaçant. Tu as fouillé dans mes affaires ? Tu es complètement paranoïaque. Puis, la manipulation a repris ses droits. Tu vas détruire notre vie pour une imagination fertile ? Tu ne seras rien sans moi. Tu le sais, n'est-ce pas ? Tu retourneras dans ton petit appartement minable, et tes amies pathétiques te tourneront le dos quand elles verront qui tu es vraiment. Chaque mot était conçu pour me blesser, pour réveiller mes peurs les plus profondes. Mais pour la première fois, ces mots ricochaient sur moi. Ils ne trouvaient plus de prise. J était déjà parti. Mon corps était encore là, mais mon esprit avait déjà franchi la porte. C'est fini, ai-je répété. Et dans ses yeux, j'ai vu non pas de la tristesse, mais la fureur d'un propriétaire à qui l'on vient de reprendre son bien. Les jours qui ont suivi sont un brouillard de douleur et de logistique. Je suis parti avec une seule valise, laissant derrière moi des années de ma vie, des objets, des souvenirs devenus des pièces à conviction d'un crime dont était la victime. J'ai dormi sur le canapé de Sophie, celle qu'il avait tant voulu éloigner de moi. Elle n'a posé aucune question. Elle m'a juste prise dans ses bras, et m'a laissé pleurer pendant des heures. Annoncer la nouvelle à ma famille fut une autre épreuve. Ils ne comprenaient pas. Pour eux, il était l'homme idéal, le gendre parfait. Expliquer l'invisible, érosion psychologique, la cage dorée, était presque impossible. Je me sentais terriblement seule, comme si je parlais une langue que personne ne pouvait comprendre. Le divorce ne fut pas un accord à l'amiable, ce fut une guerre. Une guerre d'usure qu'il a menée avec une cruauté méthodique. Chaque meuble, chaque livre, chaque centime est devenu un champ de bataille. Il ne se battait pas pour les biens, mais pour le plaisir de me voir plier. Son objectif, était pas de se séparer, mais de m'anéantir. Le processus a été conçu pour être humiliant, épuisant, pour me faire douter de ma décision, pour me faire regretter d'avoir osé le défier. Le moment le plus difficile fut une audience de conciliation. Nous étions assis de part et d'autre d'une grande table en bois verni, dans un bureau impersonnel du tribunal. Nos avocats parlaient. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il avait l'air calme, respectable. Et puis il a pris la parole. D'une voix posée, empreinte d'une fausse tristesse, il a expliqué au juge ma fragilité psychologique, mes sautes d'humeur, mon instabilité émotionnelle. Il a utilisé mes moments de vulnérabilité, mes larmes, mes angoisses, celles qu'il avait lui-même provoquées, comme des armes contre moi. Il me décrivait comme une folle, une femme ingrate qui avait détruit un mariage parfait sur un coup de tête. Écoutais ce récit, cette fiction monstrueuse, et je me sentais devenir transparente. J'ai regardé le juge, une femme au visage fatigué, et j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux.
À cet instant j'ai compris l'aile, étendue de sa perversion. Il ne se contentait pas de détruire ma vie, il voulait aussi détruire la perception que le monde avait de moi. Il voulait effacer ma vérité. Le jour de la signature des papiers définitifs, il pleuvait. Une pluie fine, grise, qui semblait laver la ville. Nous étions de nouveau dans un bureau, mais cette fois, qui sait qu'était la fin? L'atmosphère était lourde. Il n'a pas levé les yeux vers moi une seule fois. Quand mon tour est venu, j'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. J'ai regardé mon nom, à côté du sien, pour la dernière fois sur un document officiel. Et en traçant les lettres de ma signature, un flot d'émotions contradictoires m'a submergé. Une tristesse infinie pour la jeune femme que j'avais été, celle qui avait dit oui, avec tant d'espoir. Une peur panique de l'avenir, de ce grand vide qui s'ouvrait devant moi. Mais sous la tristesse et la peur, il y avait autre chose. Un courant souterrain, puissant, indéniable. Un sentiment de soulagement si profond qu'il m'a presque coupé le souffle. Était le bruit d'une chaîne qui se brise. Était le silence après des années de vacarme. En posant le stylo, j'ai relevé la tête et j'ai inspiré. Pour la première fois depuis une éternité, l'air qui entrait dans mes poumons me semblait être le mien. L'édifice était à terre, il ne restait que des ruines fumantes. Mais le terrain enfin m'appartenait. Les premiers mois furent un désert. Un silence si total, si dense, qu'il en devenait un bruit blanc. Mon premier appartement, que j'avais trouvé dans l'urgence, était une coquille vide. Les murs blancs me renvoyaient écho de ma propre solitude. Après le vacarme de la guerre, le silence de la paix est une chose terrifiante. Chaque nuit je me réveillais en sursaut, le cœur battant, persuadé d'avoir entendu sa clé dans la serrure. L'habitude de la peur est une addiction difficile à sevrer. La liberté, dont j'avais tant rêvé, avait le goût âpre de l'abandon. J'y étais libre, oui, mais libre de flotter dans un vide intersidéral, sans repère. La solitude était une présence physique. Elle s'asseyait à table avec moi le soir, quand je regardais mon assiette unique. Elle se couchait à côté de moi dans ce lit trop grand. Pendant des semaines, j'ai erré dans ma propre vie comme un fantôme. Les tâches les plus simples étaient des montagnes. Choisir un programme à la télévision était une source d'angoisse. Il n'y avait plus personne pour soupirer, pour juger mon choix, et cette absence de jugement me laissait face à un vide abyssal. Qu'est-ce que je voulais, moi? Je ne le savais plus. Et puis, au milieu de ce désert, les premières oasis sont apparues, des instants minuscules, presque ridicules, mais qui étaient des révolutions. Un matin j'ai acheté un bouquet de pivoines, mes fleurs préférées, celles qu'il trouvait trop éphémères, trop chères. Je les ai mises dans un vase, sur la table de la cuisine, et leur parfum a commencé à chasser l'odeur du fantôme. Un autre jour j'ai mis de la musique, très fort, un samedi après-midi. Une chanteuse à la voix puissante et révoltée. Et j'ai dansé, seul dans mon salon, maladroitement d'abord, puis avec une sorte de fureur joyeuse. Était la première fois que mon corps se souvenait de ce que était la joie pure, sans permission. La guérison a été un travail de déminage. J'ai commencé une thérapie. Je m'y suis rendue avec la honte de celle qui a échoué. Mais ma thérapeute, une femme douce et incroyablement lucide, ne m'a pas vue comme une victime. Elle m'a vue comme une soldate revenant d'une longue guerre. Elle m'a appris à traduire le langage de la culpabilité. Elle m'a aidé à comprendre que le Jotal Kram, tu es trop sensible, voulait dire, tes émotions me dérangent car elles révèlent ma cruauté. Que le tu ne seras rien sans moi voulait dire, j'ai peur que tu découvres que tu es tout sans moi. Chaque séance était comme retirer une pierre de mes épaules, une pierre qu'il avait placée là et que j'avais fini par croire mienne. J'ai rappelé mes amis, j'ai rappelé Sophie. J'ai pleuré au téléphone, je me suis excusé pour mes silences, mes annulations, ma distance. Et de l'autre côté du fil il n'y a eu aucun reproche. Justin. Je savais. Je t'attendais. Nous nous sommes revus. Et dans leur regard je n'ai pas vu la femme brisée qu'ils décrivaient, mais la femme forte qu'elles avaient toujours connue. Simplement endormie sous une épaisse couche de cendres. J'ai recommencé à rire. De vrais rires, qui partent du ventre et font monter les larmes aux yeux. J'ai repris ces cours d'histoire de l'art. Et le premier soir, assise dans l'amphithéâtre, en écoutant un professeur parler de la technique du clair-obscur chez le Caravage, j'ai compris que la lumière n'a de sens que parce qu'il y a de l'ombre. Et que ma vie avait été plongée dans l'ombre assez longtemps. Aujourd'hui je vis dans un appartement qui n'est plus une coquille vide, mais un nid.
Il est au 3e étage d'un vieil immeuble parisien, avec un petit balcon qui donne sur une cour pleine de rosiers grimpants. Les murs ne sont plus blancs. L'un est bleu canard, profond et apaisant. L'autre est couvert de livres, du sol au plafond. Il y a des photos de mes amis, de mes voyages, des dessins que ma nièce a fait pour moi. Il y a ce fameux coussin jaune vif, sur le canapé. Chaque objet raconte une histoire qui m'appartient. Ma routine est simple. Je me lève avec le soleil. Je prends mon café sur le balcon, en écoutant la ville se réveiller. Je travaille avec passion. Je suis devenue la meilleure dans mon domaine, non pas pour prouver quelque chose à qui que ce soit, mais parce que j'aime ce que je fais, et que toute mon énergie m'est désormais consacrée. J'ai changé, la femme anxieuse qui pesait chaque mot a disparu. J'ai appris à dire « non », sans justification, sans excuse. Juste « non », c'est un mot complet. J'ai appris à poser mes limites, non pas comme des murs pour me protéger, mais comme des clôtures pour délimiter le jardin sacré de mon bien-être. J'ai appris que l'amour véritable ne vous demande jamais de vous éteindre pour que l'autre brille. Il vous tend une allumette pour vous aider à allumer votre propre flamme. J'ai appris que ma plus grande force n'était pas d'avoir survécu à l'incendie, mais de savoir que j'avais en moi la capacité de tout reconstruire. Le pardon ? C'est une question complexe. Ai-je pardonné l'homme qui a méthodiquement tenté de me détruire ? Non. Je ne crois pas que pardonner la cruauté soit nécessaire à la paix. Mais j'ai fait quelque chose de plus important. Je l'ai rendu insignifiant. Il n'est plus le monstre qui hante mes nuits. Il est devenu un dossier classé dans une armoire lointaine de ma mémoire. J'ai pardonné à la situation. J'ai pardonné à la vie de m'avoir imposé cette épreuve. Et surtout je me suis pardonné. Je me suis pardonné de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas être parti plus vite. Je me suis pardonné ma naïveté, ma foi aveugle. J'ai compris que la jeune femme que était était pas stupide. Elle était amoureuse. Et elle a fait de son mieux. Je la regarde aujourd'hui avec une immense tendresse. Mon avenir ? Il est ouvert. Je ne suis plus à la recherche de l'architecte de mon bonheur, car je le suis devenu. Je ne cherche pas ma moitié, car je suis entière. Est-ce que je crois encore en l'amour ? Oui. Plus que jamais. Mais je crois en un amour différent. Un amour qui est un dialogue. Pas un monologue. Un amour qui est un partenariat. Pas une hiérarchie. Un amour où la confiance n'est pas une exigence, mais un cadeau qui se mérite chaque jour. Si cet amour se présente, je l'accueillerai à bras ouverts, mais ma porte restera grande ouverte. Personne n'aura plus jamais la seule clé de ma forteresse. Pour l'instant, je suis amoureuse de ma vie. De sa simplicité, de sa tranquillité, de sa force. Je suis amoureuse de la femme que je vois dans le miroir. Une femme dont les yeux ne fuient plus. Une femme dont les cicatrices racontent une histoire. Non pas de destruction, mais de la plus belle des reconstructions. Celle que l'on bâtit, pierre par pierre, avec la certitude que les seules fondations qui ne cèdent jamais, sont celles que l'on a posées en soi-même. Si je pouvais remonter le temps, non pas pour changer mon histoire, mais pour parler à la femme que était tout au début. Celle qui souriait sur les photos en sentant déjà les premières fissures sous ses pieds. Celle qui s'excusait d'exister, qui confondait la peur et la passion. Je ne lui crierais pas de s'enfuir. Je ne la secouerais pas. Je m'approcherai d'elle avec une infinie douceur, comme on aborde un oiseau au cœur affolé. Je lui prendrai la main, cette main qui tremblait si souvent, et je lui murmurerai « Je te vois. Et tu n'es pas folle. Ce que tu ressens, ce malaise diffus qui grandit en toi comme une marée silencieuse, c'est ton instinct. C'est la partie la plus sage, la plus ancienne de toi, qui te crie la vérité. Ne le diraf, étouffe plus. Écoute-la. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une alarme. Une alarme qui te dit que l'amour, le vrai, ne cherche pas à diminuer ta lumière pour briller plus fort. Il t'offre un miroir pour que tu vois ta propre splendeur. Je lui dirai que partir sera la chose la plus effrayante qu'elle fera jamais. Que ça ressemblera à un arrachement, à une mort. Mais je lui promettrai, les yeux dans les yeux, que de l'autre côté de cette peur se trouve une vie qu'elle n'ose même pas imaginer. Une vie où le silence est synonyme de paix, et non de menace. Une vie où elle pourra respirer à plein poumon sans craindre le reproche. Et surtout je lui dirai, tu n'as pas échoué. Tu as aimé de tout ton être. Et ce n'est jamais une erreur. Simplement, tu as offert ton plus beau vitrail, à une cathédrale en ruine. Un jour, tu apprendras que tu es ta propre cathédrale. Et que c'est à toi de te rendre cet hommage. Et à vous qui écoutez ces mots et qui sentez une résonance douloureuse dans votre poitrine. À vous qui marchez sur la pointe des pieds dans votre propre maison, qui pesez chaque mot avant de parler,
qui avez oublié le son de votre propre rire. Je veux que vous sachiez que votre prison, même si elle est invisible aux yeux du monde, est réelle. Votre douleur est légitime. Votre épuisement est le symptôme d'une guerre que vous menez seul, chaque jour. N'attendez pas le grand effondrement. N'attendez pas de ne plus avoir la force de vous lever. L'espoir ne commence pas avec un acte de bravoure spectaculaire. Il commence par un murmure. Le murmure d'un simatonde kanak des canins. Non, que vous vous dites à vous-même. Non, je ne mérite pas ça. Non, ce n'est pas de ma faute. Non, ce n'est pas ça. L'amour, c'est le premier pas. Le plus difficile, et le plus essentiel. Le chemin de la reconstruction est un chantier. C'est désordonné, c'est poussiéreux, et il y aura des jours où vous trébucherez sur les décombres de votre passé. Mais chaque larme qui nettoie, chaque limite que vous posez, chaque choix que vous faites, pour votre seul bien-être, est une pierre que vous ajoutez à votre nouvel édifice. Entourez-vous. Retrouvez les amis que l'on vous a fait perdre de vue. Demandez de l'aide. Parler, c'est déjà rebâtir. Et souvenez-vous toujours de ceci. Les pierres mêmes qui ont servi à vous enfermer sont désormais vos matériaux de construction. Chaque critique qui a tenté de vous briser, deviendra le mortier de votre estime de vous. Chaque mensonge qui vous a obscurci la vue, deviendra la clarté de votre nouvelle vision. Ne laissez personne écrire la fin de votre histoire. Vous n'êtes pas une tragédie. Vous êtes une épopée. Épopée d'une femme qui a traversé le feu et qui a choisi, non pas de survivre dans les cendres, mais d'utiliser la chaleur de ses propres braises, pour se forger à nouveau. Plus forte. Plus sage. Indestructible. Votre histoire ne se termine pas par « Elle vécut heureuse pour toujours ». Elle commence par « Elle vécut, enfin, pour elle-même ». Et c'est là que réside le plus beau des recommencements.